Et s'il existait des voix cachées dans le silence, des messages mystérieux emprisonnés entre deux fréquences radio ou dissimulés dans le bruissement du vent? Et si certains d'entre nous savaient capter, sans le vouloir, les murmures ou les messages d'un autre monde? Alors imaginez un jour d'été de 1959, au cœur de la campagne suédoise, un homme installe son magnétophone à bande pour enregistrer le chant des oiseaux. En réécoutant, ce n'est pas seulement le vent ou les oiseaux qu'il entend. Cette histoire, vous la connaissez peut-être, elle est le point de départ de la transcommunication instrumentale, ou TCI. C'est une méthode qui vise à établir un contact et à enregistrer à l'aide d'appareils électroniques comme des magnétophones, des radios, des téléviseurs ou des ordinateurs, des entités du monde invisible. Elle repose sur l'idée que ces entités peuvent manipuler les fréquences ou interférer avec les ondes électromagnétiques pour transmettre des messages vocaux, visuels, textuels. Alors, ce podcast vous plonge dans la biographie de Fredrik Jurgenson, l'un des pionniers de la célèbre TCI. Alors, né en 1903 à Odessa, alors sous domination de l'Empire russe, Fredrik Jurgenson grandit au sein d'une famille cosmopolite, un père danois, une mère suédoise. Alors très jeune, il développe un don pour les langues, il en parlera jusqu'à 6 couramment, mais aussi un goût profond pour les arts. Il deviendra tantôt chanteur d'opéra, peintre, tantôt réalisateur de documentaires animaliers pour la télévision suédoise. Rien ne le prédestine à l'occultisme ou à l'ésotérisme, c'est avant tout un homme de culture, de science, de curiosité. Il mène une vie paisible en Suède, au milieu des années 1950, dans une maison en pleine nature. C'est un homme curieux, méthodique, passionné de son, et c'est justement cette passion qui va bouleverser son destin. Alors ce point est fondamental, Jurgenson n'est pas un illuminé. C'est un homme cultivé, rigoureux, habitué à travailler avec le son, les enregistrements, la voix humaine et les fréquences. Vous verrez que ce détail jouera un rôle clé dans la crédibilité, mais aussi la controverse autour de ses découvertes. Le 12 juin 1959, au petit matin, au-dessus d'un marais suédois, le chant des merles, le brouillard souffle du vent, Jurgenson appuie sur REC. Quelques minutes plus tard, il arrête l'enregistrement satisfait, il rentre chez lui, pose la bande sur le lecteur et là, un souffle puis une voix masculine, nette qui dit « Johannes ». Il tend l'oreille. « Fredrik ». Il pense d'abord à une interférence radio, mais plusieurs éléments posent problème. 1. Il n'y a aucun émetteur connu à proximité. La voix semble commenter l'enregistrement. Le message n'est audible qu'à la réécoute, jamais en direct. Alors intrigué, il répète l'expérience. Là, c'est une femme qui chuchote « Friedel, mon petit Friedel ». Alors ce surnom n'était utilisé que par sa mère décédée depuis plusieurs années. C'est ici que tout bascule, avec un ton maternel familier. Alors il reste figé, il comprend que c'est sa mère, décédée depuis 18 ans, et cependant, elle parle, le surnomme encore, avec ce ton qu'il croyait perdu à jamais. Alors elle parle en norvégien, une langue que lui comprend parfaitement. Ce n'est pas un effet sonore, ni une radio captée par erreur, ce n'est pas non plus un écho ou une interface. La voix semble articuler des mots à son attention. Alors dès lors, Fredrik Jurgenson est bouleversé, contrairement à beaucoup de récits paranormaux. Jurgenson, lui, ne va pas s'arrêter à l'émotion, il affine, il expérimente. Alors, suite à cet enregistrement déroutant, Jurgenson fit réviser son appareil, considérant à juste titre qu'il est peut-être déréglé, détraqué, trafiqué. Alors, ce qu'il croyait être une simple anomalie technique devient une obsession méthodique. Il refait l'expérience, encore et encore. Il enregistre à différents moments de la journée dans des lieux isolés, mais les voix reviennent, parfois dans différentes langues, suédois, allemand, russe, parfois très nettes, parfois fragmentées. Certaines semblent répondre à ces questions, d'autres évoquent des sujets spirituels, des notions de lumière, d'amour, de mort, mais sans dogme religieux apparent. Alors il commence à classer ces bandes et à consigner chaque message. Très vite, il cumule des centaines d'heures d'enregistrement. Il cherche des explications. Est-ce que c'est une interférence radio? Est-ce que c'est une illusion auditive, une anomalie magnétique? Rien ne tient. Les voix se manifestent même dans des environnements isolés et lorsqu'il utilise des supports vierges scellés. Et mieux encore, certaines voix anticipent ses questions et semblent commenter ses pensées. Alors il parle d'entité, mais il reste prudent, il affirme rien, il l'observe, il note, il cherche.
Alors à partir de ce jour, il ne cessa plus ses recherches et s'y consacra tout entier. Il ne restera pas un chercheur isolé, il s'entoura de nombreux collaborateurs. Pendant des années, il expérimente, alors il enregistre en extérieur, en intérieur, en silence complet, dans le bruit blanc. Il utilise des radios à balayage, il utilise des microphones isolés. Il compare également avec des bandes vierges, il fait des écoutes collectives avec des témoins par exemple. Mais il remarque en tout cas plusieurs constantes. Les voix sont courtes, souvent hachées. Elles semblent parfois utiliser plusieurs langues dans une même phrase. Et elles semblent réagir à ces paroles. Elles se manifestent surtout lors de la relecture. Donc il va développer une méthode combinant un magnétophone, un microphone et un récepteur audio. Alors cette méthode deviendra la base de ce qu'on appelle la TCI moderne. Alors en 1964, il publie son premier livre, Voices from Space, dans lequel il présente ses découvertes. Alors le titre est volontairement ambigu parce qu'il n'affirme pas que les voix viennent des morts, mais qu'elles semblent extérieures à notre réalité connue. Alors, dans ce titre, il expose ses expériences, des retranscriptions de messages, il met aussi ses doutes et ses hypothèses. Alors, il ne parle pas de démons, d'anges ni d'esprits frappeurs, il parle de communication. Et ça sera suivi d'un second livre, Radio Contact with the Dead. Donc, le public, lui, est fasciné, les scientifiques sont plutôt divisés. Les réactions sont en tout cas parfois violentes. Alors, côté sceptique, on dit que c'est des interférences radio, on lui parle de pareidolie auditive. Alors, la pareidolie auditive, c'est un phénomène psychocognitif. Le cerveau humain interprète des sons ambigus, aléatoires ou incomplets comme des paroles, des mots ou des voix reconnaissables, alors qu'aucun message intentionnel n'est réellement présent. Alors, autrement dit, votre cerveau organise le bruit pour lui donner du sens. Pourquoi ? Parce que le cerveau, lui, il est programmé pour reconnaître des schémas familiers, pour identifier rapidement des voix humaines, pour donner du sens à des informations incomplètes. Alors, lorsque le cerveau est confronté du coup à des bruits blancs, à des parasites, à des souffles ou à des fréquences instables ou à des enregistrements de mauvaise qualité, le cerveau peut projeter des mots, des phrases ou des intentions sur ces sons. La pareidolie auditive n'implique pas de mensonge ni d'imagination délirante. C'est un mécanisme qui est normal, qui est universel, qui est étudié en neurosciences. Alors bien sûr, il y a aussi une part d'autosuggestion. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est une distorsion qui est systématique de la perception du raisonnement ou du jugement qui est provoquée par le cerveau. C'est le cerveau vous fait des raccourcis mentaux qui peuvent effectivement conduire à des erreurs d'interprétation. Le cerveau va tenter de simplifier, d'anticiper, de combler les vides et va privilégier ce qu'il confirme, ce qu'il connaît déjà. Donc là, c'est des perceptions qui peuvent être efficaces, on peut gagner du temps, mais qui est du coup parfois trompeuse. Donc, dans le domaine de la TCI et des enregistrements de PVE, donc de phénomènes de voix électronique, on a tendance à remarquer ce qui confirme nos croyances, à ignorer ou à minimiser ce qui les contredit. Donc là, typiquement, on va entendre une voix parce qu'on s'attend à en entendre une. Il y a aussi des biais d'attente, c'est-à-dire que le cerveau anticipe un résultat et l'influence inconsciemment. Si quelqu'un dit « tu vas entendre une femme dire « aide-moi », beaucoup d'auditeurs vont finir par l'entendre. Il y a également tout ce qui est biais de suggestion. Alors, c'est une interprétation qui peut être donnée à l'avance qui influence la perception. Alors, c'est très fréquent lors d'écoutes collectives de bandes de VP où on vous met déjà le message qu'il faut entendre. Et puis, il y a le biais émotionnel. C'est-à-dire que les émotions fortes, soit le deuil, la peur, les espoirs, les fascinations, modifient la perception. Alors, dans le cas de Jürgenson, l'émotion liée à la voix supposée de sa mère est un facteur qui est souvent cité par les sceptiques. Et on a le biais de pattern, ou l'illusion de structure, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir de l'ordre dans le chaos, c'est directement lié à notre pareidolie. Alors, ces biais ne sont pas volontaires ni conscients, mais tout le monde en est victime, même les personnes qui sont rationnelles, même les experts. Alors, ça ne veut pas dire que les témoins mentent, ça ne veut pas dire que ces expériences ont été inventées, et ça ne veut pas dire non plus que le phénomène n'existe pas. Et côté parapsychologie, on vous rappelle qu'il y a quand même une survie de la conscience. C'est une hypothèse selon laquelle la conscience humaine ne peut pas s'éteindre après la mort du corps physique, que cette conscience humaine continue d'exister sous une autre forme, dans un autre état ou sur un autre plan de réalité. Alors c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps. Platon parlait d'une âme immortelle et Descartes parlait du dualisme du corps-esprit. Et puis dans certaines traditions religieuses et initiatiques, c'est tout à fait au centre de leur croyance. Et certains pensent aussi qu'il y a plusieurs plans de réalité, que ces plans sont superposés. La théorie des plans de réalité superposés, ça propose que plusieurs niveaux de réalité coexistent en fait simultanément dans le même espace, mais à des fréquences, des états vibratoires ou à des modes d'existence différents.
qui normalement les rend invisibles et imperceptibles les uns des autres. Alors ces plans ne seraient pas séparés par la distance, mais par la perception. Dans le cadre de la TCI, cette théorie suggère que les voix ne viendraient pas des morts au sens classique, elles émaneraient plutôt d'un autre plan de réalité. Ces plans en fait coexisteraient avec le nôtre, mais resteraient hors de notre bande de perception. Et les appareils électroniques, radio, magnétophones, télé, ordinateurs joueraient le rôle de pont accidentel, capable de capter des signaux faibles entre ces plans. Alors, c'était une hypothèse qui était défendue notamment par Jürgenson lui-même, mais de manière prudente, par Konstantin Rodive ou par Ernst Senkowski, qui parlera plus tard de transcommunication instrumentale. En clair, il n'y a aucune preuve définitive, mais un fait demeure, les voix existent en tout cas sur les bandes. Alors pour d'autres chercheurs, comme le docteur Konstantin Rodive, ces travaux sont en contraire une avancée capitale. Rodive rejoindra plus tard le mouvement, il enregistrera à son tour des milliers de messages dans ce qu'il appelait lui aussi les Electronic Voice Phenomena, ou EVP, qu'on appelle en français PVE, phénomène de voix électronique. Alors un nom important entre en scène, Hans Bender, directeur de l'Institut de parapsychologie de Fribourg. Donc Bender va mener des expériences avec Jürgenson dans des conditions très contrôlées. Il va finir par conclure prudemment que le phénomène ne peut pas être expliqué entièrement par des causes techniques connues. Alors c'est pas une validation scientifique, mais c'est pas un rejet non plus. Un fait étonnant souvent rapporté, c'est que le pape Paul VI aurait reçu Frederick Jürgenson en audience privée. Il a été touché par la portée spirituelle de ses travaux et il a salué un homme qui était ouvert à l'invisible, qu'il l'a sans jamais le condamner ni l'encourager officiellement. Et certaines archives du Vatican révèlent qu'il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire par le Vatican, un honneur qui est un honneur, vous voyez, rarissime pour un enquêteur de phénomènes paranormaux. Preuve que peut-être ces travaux faisaient réfléchir bien au-delà des cercles ésotériques. Alors ce que Jürgenson capte, ce n'est pas une simple suite de mots aléatoires, il distingue plusieurs types de messages. Il y a déjà des messages de voix identifiables, parfois associés à des proches décédés. Certaines fois, ce sont des entités anonymes qui semblent émettre des pensées profondes ou morales. En tout cas, les réponses sont cohérentes à ces questions, comme si une conscience externe interagissait. Parmi les thèmes évoqués, il y a la vie après la mort, la persistance de la conscience, l'unité de l'esprit, la lumière. Certains messages affirment même que les morts continuent à évoluer dans d'autres sphères et qu'ils cherchent parfois à nous guider, à nous rassurer ou à transmettre un message. Alors ce que Jürgenson disait lui-même, c'est qu'il mettait en garde contre les dérives. Il insistait sur la prudence, l'humilité, le refus des certitudes absolues. Il disait « Ce phénomène n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, mais pour poser des questions ». Quel est l'héritage sonore de Jürgenson ? Alors, en tout cas, il laisse derrière lui des milliers d'heures de bandes magnétiques qui sont aujourd'hui conservées en Suède. Il meurt en 1987 à l'âge de 84 ans, mais pour certains, ce n'était pas la fin, car plusieurs chercheurs affirment avoir capté après sa mort la voix même de Jürgenson venant d'ailleurs sur des bandes de PVE, comme s'il avait lui aussi franchi la frontière pour continuer ses recherches de l'autre côté. Alors, ces travaux ont influencé des générations de chercheurs en parapsychologie, mais aussi des artistes, des musiciens expérimentaux, des réalisateurs de films et de documentaires. L'impact de Jürgenson dépasse largement sa propre histoire, car un des principaux chercheurs qui a suivi son travail, Konstantin Rodive, qui est un psychologue letton, qui a été lui frappé par Voices from Space, décida de consacrer pleinement sa vie à ce domaine. Rodive publiera plus tard en 1971 son propre livre, contribuant ainsi à populariser le terme Electronic Voice Phenomenon, EVP, dans le monde anglophone. Alors, ensemble, leurs travaux couvrent plus de 100 000 enregistrements, des séances partagées avec des ingénieurs, des journalistes et des témoins venus du monde entier. C'est la naissance de la TCI, la transcommunication instrumentale, qui vise à établir un contact avec des entités non physiques, généralement des défunts, à l'aide d'appareils électroniques comme des magnétophones, des radios, des télés, des ordinateurs ou des caméras. Elle repose donc l'idée qu'ils peuvent manipuler les fréquences et interférer avec les ondes électromagnétiques. Cette TCI inclut plusieurs formes. Il y a les EVP, PVE, ces fameuses voix captées. La vidéotranscommunication, on peut voir des images ou des visages apparaître sur les écrans ou les bandes. Et des réponses interactives via des radios à balayage rapide, ce qu'on appelle les Ghost Box ou Spirit Box. Eh bien, aujourd'hui, la TCI, elle a évolué. On parle aujourd'hui d'EVP numériques captés sur des dictaphones, sur des Spirit Box ou des applications dédiées.
Des groupes entiers se consacrent à ces recherches dans des lieux dits hantés, mais aussi chez des particuliers. Mais la prudence reste de mise, car les risques de projection mentale, de manipulation sonore ou d'interprétation erronée sont quand même élevés. Il est essentiel en tout cas de croiser les témoignages, d'adopter une écoute critique et de se garder des certitudes hâtives. En tout cas, reste une question qui est toujours ouverte. Ces voix sont-elles les échos de nos chers disparus ou le reflet de notre propre désir désespéré de les entendre? Dans tous les cas, Frederick Jurgenson n'a jamais cherché à forcer une porte, il n'a pas invoqué, il n'a pas supplié, il n'a pas exigé de réponse, il a simplement enregistré et écouté. Et c'est peut-être là que réside l'essentiel. Car ce que Jurgenson a laissé derrière lui, ce n'est pas des preuves définitives, ni une doctrine, ni une vérité figée, c'est une question ouverte, suspendue dans le temps, comme un souffle sur une bande magnétique. Et si la réalité ne se limitait pas à ce que nous en percevons? Et si la conscience ne s'éteignait pas, mais changeait d'état? Et si le silence n'était pas vide, mais habité? Avec ses enregistrements imparfaits, ses voix brèves, parfois à peine audibles, Jurgenson nous dit pas quoi penser, il nous invite à écouter autrement, à accepter que certaines frontières entre la vie et la mort, entre le bruit et le sens, entre la matière et l'esprit, ne soient peut-être pas des murs, mais des zones de passage, une porte entr'ouverte, une porte que la science n'a pas encore les outils pour franchir, une porte que le scepticisme refuse parfois de regarder, une porte que la croyance, elle, ouvre parfois trop vite. Entre les deux, il y a cet homme, seul avec son magnétophone, qui entend une voix dire son nom. Alors est-ce vraiment un message venu d'un autre plan de réalité, une manifestation de la survie de la conscience, ou le miroir de notre besoin profond de croire que quelque chose subsiste après la fin? Peut-être finalement un peu de tout cela, et peut-être autre chose encore. Ce que l'histoire de Frederick Jurgenson nous rappelle, c'est que le mystère ne disparaît pas lorsque l'on le nie. Il attend, il persiste, il chuchote. Et parfois, il se glisse là où on ne l'attend pas, dans un souffle de radio, dans un parasite, dans un fragment de voix enregistré au hasard. Alors la prochaine fois que vous entendez du bruit, la prochaine fois que le silence semblera changer, posez-vous cette simple question. Et si ce n'était pas seulement du bruit? Peut-être que certaines réponses ne sont pas faites pour être comprises, mais simplement entendues. La porte est là, elle est ni ouverte ni fermée, elle attend. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.